Bonjour, monsieur. Bonjour, Bonjour. bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, Oui, monsieur. Très bien, super. Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va? Ça va? Oui, Ça fait longtemps, on s'est pas vu. Bonjour Neddy. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà. Alors, bonjour monsieur. bonjour monsieur Sunil Kumar. Alors, je suis en train de regarder ce que vous avez pu faire hier. Je crois que vous avez fini unité 1 et 2 avec Dr. Dipanvita Srivastava. Unité Non. 3 et Oui, 4. pardon, Oui. unité 3 et 4. C'est-à-dire pédagogie différenciée, vous avez fait. Oui, oui, monsieur. Et l'autre, c'était interlangue? Oui, oui. monsieur. C'est ça, très bien. Alors, et donc, aujourd'hui, nous allons attaquer deux unités. Ça va être unité numéro 3, c'est la notion d'interculturel. Et après aussi, on va voir ce que c'est exolingue et endolingue. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, Oui. très bien. Oui. Voilà. Ok, très bien, on va commencer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train d'enregistrer cette séance. Is there anyone from RC Chennai? Je pense que c'est déjà là. Yes, they are already recording it. Ok, they're already recording. Ok, très bien. All right, so on va commencer. Alors, on commence par ce que c'est le concept de l'interculturel. Alors, comme d'habitude, on commence par un remue-ménage. Alors, qui est-ce qui va m'expliquer qu'est-ce que vous avez pu comprendre par l'interculturel? Allez-y. Pourquoi c'est important ce concept de l'interculturalité? Qu'est-ce que vous comprenez par l'interculturel? Qu'est-ce que c'est culturel? Pourquoi on parle de interculturel? Pourquoi ce mot inter? Parce que quand on parle de l'interculturalité, on n'enseigne pas seulement la langue, mais on doit comprendre la culture de ce pays aussi. Très bien, super. Et oui, quelqu'un d'autre? Oui, c'est très bien, Adita, merci. Monsieur, entre deux cultures, quand on apprend la langue, Oui, c'est la culture de deux langues qu'on d'accord, apprend. d'accord. Et quelles sont ces deux langues? Sapna, vous pouvez expliquer un petit peu? La langue cible et la langue de départ. D'accord. Et donc, vous parlez de ces deux cultures, la culture de départ et la culture cible. Oui, D'accord. Et pourquoi c'est important de comprendre ces deux cultures? parce que la culture influence la langue aussi. D'accord. Oui, exactement, très bien. Alors, on est en train de parler de l'interculturalité. Donc, quand on parle inter, bien sûr, il y a deux ou plus d'éléments qui se trouvent là-bas. D'accord, très bien. Quelqu'un d'autre qui peut ajouter quelque chose à ça? Ce que je vais faire, je vais montrer cette... attendez, voilà, hop. Alors, est-ce que c'est visible pour vous? Il y a une image que vous voyez sur l'écran. Alors, monsieur. très bien. À travers cette image, qu'est-ce que vous pouvez en dégager? Qu'est-ce que vous pouvez dégager comme élément? Qu'est-ce que ça vous montre cette image? Il y a une classe avec des apprenants Mhm. des origines culturelles, des différentes origines Très bien, culturelles. Karishma, d'origine Et ils différente. sont de différents âges aussi. Ah oui, d'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils apportent avec eux? Est-ce qu'ils apportent quelque chose avec eux? Il y a un sourire. Absolument, très bien. Ça, c'est important. Oui, c'est visible. Et ce qui n'est pas visible, Adita, ce qu'ils l'ont chez eux. Peut-être qu'il a découvert quelque chose qui l'aide à enseigner parce que la sourire, ça montre tout.
D'accord, très bien. Il apporte peut-être leur connaissance de leur culture et apprécie l'autre culture ou les similitudes qui existent entre les deux cultures ou les Bra- différences. Très bien, bravo, bravo, Mahesh, exactement. Vous voyez, ce qui est intéressant, ce que vient de dire Adita et spécifiquement ce que vient de dire Mahesh. Alors, euh, ils apportent leur propre culture, leur propre connaissance, et ça, on va voir comme un terme qui s'intitule le capital culturel proposé par Pierre Bourdieu, qu'on va voir. Alors, ce que vient de dire Mahesh, c'est-à-dire ils ont leur propre culture, leur propre connaissance, et ils sont en train de découvrir quelque chose de nouveau. Et à travers le sourire qu'on voit sur tous ces visages-là, c'est-à-dire ils sont tous d'accord, ils ont tous compris quelque chose de nouveau. Vous voyez? Et donc, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Alors, ils ont bien voyagé ce petit trajet, on peut dire, en apportant leur propre culture vers une culture inconnue ou une culture nouvelle, une culture différente. Et ça les a égayés, ça les a vraiment rendus heureux. Du coup, on voit qu'ils ont ce sourire. Alors, très bien. C'est bon? On est sur la même piste? On est tous d'accord Oui, avec ça? oui. D'accord, très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais... Alors, et donc, on va commencer par, bien sûr, il y a l'introduction, et puis, tout d'abord, c'est le concept de l'interculturel. Alors, ici, ce que vous voyez, le concept d'interculturel prend en considération plusieurs thèmes, bien sûr, qui sont liés aux relations et aux interactions entre les cultures. Et ce qui est intéressant, c'est que la notion d'aspect interculturel est essentielle dans le processus d'apprentissage des langues, bien sûr, et elle va au-delà de la simple acquisition linguistique. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la langue, mais comme vous venez de dire, c'est la culture aussi. Et donc, pour englober la compréhension et l'appréciation des différentes cultures impliquées. Alors, ce qui est intéressant, c'est le mot l'appréciation. Alors, Mahesh vient de dire ce mot qu'ils ont bien apprécié. Qu'est-ce que vous comprenez par cet terme appréciation d'autres cultures? Pourquoi c'est important? Pourquoi ce terme a un rôle hum, intéressant, important, l'appréciation? C'est un peu comme accepter d'autres cultures. Exactement, très bien, Reddy. C'est-à-dire, il faut accepter. C'est-à-dire, euh, on a tous, on a tous assisté à l'examen de, bien sûr, A1, A2, où on a préparé nos élèves à nous. Alors, ce qu'on voit dans ces interactions qu'on a dans le côté production orale, on dit qu'à la fin, il faut, il faut se mettre d'accord. Vous voyez? C'est-à-dire, il faut arriver à comprendre ce que dit l'autre et arriver à se faire comprendre. Vous voyez? Et donc, cette interaction, c'est très, très important aujourd'hui. Et c'est pour ça il faut apprécier ce que dit l'autre, ce que apporte l'autre. Voilà. Et donc, cette appréciation, ça, c'est important comme terme. Quelqu'un d'autre qui peut ajouter à ça? Aujourd'hui, ça va être une grande discussion. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose de nouveau que je peux vous transmettre. C'est plutôt vous qui allez parler. Allez-y. Oui, Niranjanji, allez-y. Vous voulez dire quelque chose et après, Monsieur, Anish. Oui. normalement, nous avons une hostilité à ce qui est différent. D'accord. Nous aimons nous-mêmes. Uh-huh. Tout ce qui est différent de nous, nous n'aimons pas. Donc, il faut pratiquer une connaissance, une habitude d'apprécier, accepter ce qui est Oui. différent culturellement et autrement, Oui. linguistiquement et autrement, ce qui est important pour communication effective. Oui, exactement. Très bien, très bien. Et des échanges culturels, des échanges effectifs entre deux communautés. Oui, exactement. Et quand vous parlez de... Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Jean-Charles. Après longtemps, Oui, après je vous longtemps, vois. oui. Oui. Je pense que je voudrais ajouter seulement une sentence, c'est que la grammaire et les règles de le langage, ce n'est pas important ici. Oui. Quand il D'accord. communique, il D'accord. communique avec Quand les il se communique. étrangers.
Oui, c'est-à-dire c'est pas seulement la partie linguistique qui est la plus nécessaire, il y a d'autres éléments aussi, c'est ça? Oui, oui. D'accord, très bien, très bien. Mais aussi, Seulement là. aussi c'est l'ouverture de nos esprits, non? Tout à fait, absolument, Mahesh. Et je vais revenir à ce terme initié par Monsieur Goswami. Alors, il a parlé d'hostilité et il a très bien mentionné ça parce que vous voyez, ce qui n'est pas de chez nous, on le considère comme barbare. Vous voyez, barbare. On dit, ça vient pas de chez nous. C'est pas de notre culture. Ça se fait pas comme ça de notre culture. Vous voyez, dès qu'on on se met à l'écart par rapport à l'autre personne, c'est la distance. Et comme c'est la distance, ça commence à créer des malentendus, des confusions, et ça va vraiment rendre le contexte flou. Et c'est pour ça, ce que vous venez de dire, c'est très bien. Alors, Anish, vous pouvez ajouter quelque chose? Et après, Adita? Je Oh dis oui, parce que oui, c'est Adita, pardon, oui. Anish, et puis après vous, Adita. Oui, Anish. ce que je voulais dire, Mahesh, il a déjà ajouté ça. Oui. Je pense que le concept de l'interculturel, ça fait partie de nos valeurs. Uh-huh. Les valeurs humaines nous font penser Mhm. d'adopter, et d'accepter et d'apprécier Mhm. l'autre culture. Et ça, c'est plus important à l'époque de mondialisation aussi. Oui, d'accord, très C'est bien. pas juste le langage, mais c'est à cause de commerce, Mhm. à cause d'autres choses, peut-être les raisons politiques aussi. Comme Oui, on a organisé G20 ici à Delhi, oui, il y oui, avait exactement. les gens de beaucoup de cultures. Oui. C'est Exactement, très bien. pourquoi le Oui, concept oui. de l'interculturel, c'est plus important qu'avant. D'accord, très bien. Et Anish, vous venez d'évoquer quelque chose d'intéressant. Vous parlez de nos morales, nos origines, et c'est quelque chose de fondamental pour nous qui nous pousse vers accepter l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. Alors, est-ce que ça peut se cultiver ou c'est quelque chose d'ancré? C'est-à-dire, c'est une question générale pour tout le monde, pour moi aussi. Est-ce qu'on peut apprendre à accepter ou c'est quelque chose d'inné, on est né avec ça et qu'on ne peut pas le cultiver? Quelle est votre opinion pour ça, les autres, Anish? C'est-à-dire, c'est déjà dans notre tradition, comme on est indien, mais pour les autres cultures aussi, peut-être ça existe. Et est-ce qu'on peut apprendre? Ça s'apprend ou c'est inné, on ne peut pas l'apprendre? Cette acceptation. Ça Je pense dépend. qu'on est né comme ça, mais chaque fois, c'est pas possible. Chaque fois, c'est pas possible parce que Mhm. quand j'irai en Afghanistan ou en Syrie, et il faut me dire qu'il faut accepter la culture de ISIS. Ça Mhm. sera un peu difficile. Mais D'accord. apprendre si j'apprends les valeurs de quelqu'un, Oui. je peux bien connaître ma culture. Mhm. D'accord. Pour se connaître, il faut connaître l'autre, c'est ça? Oui, D'accord. oui. Comme vient de dire Mahesh, c'est une ouverture pour soi-même aussi. Quand on apprend et on comprend quelqu'un d'autre, on comprend soi-même mieux qu'avant. D'accord. Adita, vous vouliez dire quelque chose? Avant, je voulais dire qu'il est nécessaire de respecter les autres cultures parce que D'accord. c'est ça seulement apprendre la langue, mais aussi accepter la culture qui existe. D'accord. Alors, je vois une évolution, Adita, ce que vous dites, c'est intéressant. Tout d'abord, il faut connaître parce on est ignorant, on ne sait pas ce que veut dire l'interculturel ou l'autre culture. On ne sait pas, on ne comprend pas. Du coup, on commence à connaître et on commence à comprendre. Et puis, c'est le respect que vient de dire Adita. Et peut-être c'est appréciation. Il faut apprécier, il faut accepter. Et peut-être à la fin, on va vraiment se transformer vers cette culture-là. Pas tout à fait, mais moitié-moitié, quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, ça a vraiment une progression. Comment vous voyez comme évolution chez vous aussi, parce que vous êtes professeur de français et on est tous les apprenants de français aussi. Est-ce que vous voyez cette évolution chez vous? Comment vous avez observé ce changement? Ah, Alvin, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Ou quelque chose d'autre peut-être. Non, seulement, je voulais dire que quand on apprend la langue, c'est très important d'apprécier la culture et pas seulement la culture, comme même l'histoire et la civilisation Oui. du pays Oui. dans la
langue, dont on apprend la langue. C'est très important. Oui. Alors, quand on enseigne une langue, c'est important d'enseigner l'histoire et la culture du pays aussi. Oui, Donc, exactement. les choses pour lesquelles le pays est connu. D'accord, très bien. Oui. Oui, oui, absolument. Oui, c'est vrai. Oui, Anish, allez-y. Je voudrais juste ajouter, comme j'enseigne dans une école et dans le livre de 10e, il y a une leçon sur interculturel, dans laquelle ça s'est écrit, l'UNESCO a aussi déclaré le 21 mai comme la journée mondiale de la diversité culturelle. Oui. C'est Oui. très important. C'est pourquoi l'UNESCO a aussi accepté ça. Oui, exactement. Très bien. Et je vais revenir à cette question que je viens de poser, c'est-à-dire ces valeurs-là, d'accepter, d'apprécier, de critiquer, de porter un regard critique sur quelqu'un d'autre. Alors, ça s'apprend, ça se cultive, ou c'est déjà inné? Comment vous voyez ça? C'est-à-dire, parce qu'on est prof de français, on est aussi les apprenants de français et on va transmettre ces valeurs de l'interculturalité chez nos apprenants aussi. Comment on peut le faire? C'est-à-dire, il faut leur dire que vous avez déjà cette attitude, il faut juste le garder ça quand vous êtes en train d'interagir avec les autres, ou bien il faut générer, il faut vraiment pousser cette attitude chez eux qui peut-être n'existe pas du tout, ou un petit peu peut-être. Non, ça n'existe pas. Bon, ça dépend de votre situation familiale. D'accord. Et ça peut exister, mais normalement, nous, on n'est pas exposé au monde comme ça. Alors, il faut créer cet intérêt d'abord et puis le besoin d'explorer, de comprendre. Et puis, on peut y arriver. C'est pas si facile que ça. Et, Oui, exactement. Anish, désolé. Anish, tu as dit que dans le livre entre jeunes, on a le sujet de ça. Mais malheureusement, CBSI a décidé de supprimer cette leçon. Oui, cette année, mais oui, dans le livre, c'est là. C'est à cause de la COVID, oui, CBSI a supprimé ça. Mais je voudrais juste ajouter une autre chose aussi. Oui. Le concept de l'interculturel existe. Comme je vis à Delhi, je suis indien, mais je mange les pâtes italiennes. Je mange les plats chinois. Je mange les plats thaïlandais. Ça, c'est aussi. Dans la nourriture aussi, le concept de l'interculturel existe. Et ici à Delhi, quand on parle en hindi, je viens de le savoir que quand on parle en hindi, c'est pas hindi, c'est hindustani. Dans une phrase, il y a des mots turcs, il y a des mots d'autres langues aussi. Ça, c'est le concept d'interculturel. On vit avec ça. Par exemple, maize. Dans ma maison, il y a les choses comme maize. Mais ça, c'est le mot d'autres pays, d'autres langues. Et on vit avec ça. On ne peut pas vivre sans accepter l'autre culture. Oui, sinon ça va être compliqué d'expliquer ce que c'est une table ou c'est... Voilà, c'est ça, la table, vous parlez de la table, c'est ça? Oui. Oui, exactement. À cause de l'anglicisme, les gens disent OK, ये table पर रख दो, ये book देना, mais chez moi, on parle en hindustani. Oui, tout à fait. Oui, exactement. D'accord, c'est-à-dire on est déjà imprégné dans cette notion d'interculturalité, mais il faut le comprendre des fois à distance et il faut se dire, voilà, ça existe déjà. Et comme disait Niranjanji, que des fois, c'est vraiment l'hostilité, c'est-à-dire on n'accepte pas tout ce qui est nouveau. Il y a toujours, comment dire, un problème pour accepter ce qui est nouveau. Le changement, c'est toujours difficile. Mais quand on va se rendre compte que ça existe déjà, ça va normaliser la situation. Et peut-être nous, avec nos apprenants, nos membres de la famille, et après, à la fin, c'est la société tout entière va accepter des choses qui sont autour d'elle. Oui, Niranjanji, allez-y, vous voulez dire quelque chose? Monsieur, les anthropologues ont
discuté ce thème beaucoup, comme Pierre Bourdieu, qui a étudié les tribus Oui. et discuté le concept de capital symbolique, comme la culture est aussi une capitale d'une communauté, mais Oui. c'est une capitale symbolique. Et comme il y a toujours une rivalité, comment dire, une compétition, une rivalité entre les communautés dans les marchands. Aussi, dans l'aspect de culture aussi, il y a des rivalités comme ça. Donc, quelqu'un vous domine les autres, Oui. on vous domine les autres en culture aussi. Donc, il faut cultiver la leçon d'accepter les autres et leur culture. Oui, exactement. Et donc, quand vous parlez de la rivalité, vous parlez de compétition entre les deux cultures différentes. Bien sûr, il y a, quand on parle de l'hégémonie, hegemony, alors ça existe vraiment et c'est, je vais vous donner, c'est Antonio Gramsci qui parle de ça, qu'il y a certaines cultures qui vont influencer les autres cultures. Par exemple, quand on parle de westernization en Inde, bien sûr, maintenant c'est différent, mais avant vraiment il y avait une grande influence et que tout ce qui se faisait aux États-Unis avait une image beaucoup plus supérieure que ce qui se passait chez nous. Et la mode, l'information, la technologie, ça venait chez nous après beaucoup de temps et du coup, c'était vraiment quelque chose de supérieur. Mais il faut vraiment arriver à homogénéiser tout ce qui est autour de nous par comprendre que ce qui se passe chez nous, ça aussi, il y a de la valeur et ça existe aussi pour une raison. Oui, Chanchal, allez-y. Oui, monsieur, oui, c'est vrai. Je pense que le changement, ce que je quand les personnes, les gens les cultures différentes prend quelque chose d'autre, je pense que c'est automatique. Il prend les behaviorismes ou les autres choses de la culture d'autres langues ou d'autres pays seulement parce que il le trouve très bon. D'accord. Et est-ce que vous portez un jugement sur ça, Chanchal? C'est-à-dire quand on apprend et vous dites que c'est automatique, c'est-à-dire c'est pas volontaire. C'est ça que vous voulez dire? Quand on apprend, quand on prend quelque chose, quand on laisse quelque chose, c'est Oui, automatique? C'est par le choix? volontairement, c'est bien sûr, volontairement, mais sans connaissance. Mhm. Il Bien le sûr. prend sans le connaître, quand il le prend. C'est pourquoi j'ai dit que c'est automatique. D'accord, très bien, très bien. Alors, juste ajouter à ce que vient de dire Chanchal, c'est-à-dire cette transformation qu'on trouve chez tout le monde, parce que, comme on dit en anglais, c'est change is the only constant. Alors, le changement, c'est quelque chose de permanent, c'est-à-dire c'est la seule chose qui se fait tout le temps et c'est quelque chose de permanent. Et ça me fait penser à l'hybridité. Ça me fait penser à ce terme quand on dit third space, tiers espace. C'était un concept proposé par Homi Bhabha et c'est lui qui disait que quand on est en train de se changer, quand on va apprendre de nouvelles choses, il y a une transformation qui se passe chez nous. Et Chanchal vient de parler de ça, c'est-à-dire cette transformation qui se trouve chez nous. Alors, on est ni, après un certain moment, peut-être vous aussi, vous allez le dire et que vous allez accepter, que peut-être vous dites déjà ça, que on est indien, mais on s'est francisé un petit peu et on comprend comment ça marche le système français et qu'on comprend très bien comment ça marche le système indien et on est entre les deux. Des fois, on se pose la question, où j'en suis? C'est-à-dire, moi, je ne sais pas si il y a des fois, il y a vraiment un petit conflit qui se produit chez nous et qu'on se demande, oh là là, des fois, cette société me trouble parce que je me suis francisé. Et des fois, on se dit que la société française est difficile à comprendre, pas tout le temps, de temps en temps, parce qu'on est indien.
Alors, est-ce que vous parlez de ça, Chanchal, quand vous dites cette transformation? Oui, monsieur. Oui, D'accord, très bien. Et donc, il y a vraiment un terme, il y a le concept de l'hybridité, et ça se trouve surtout chez les gens qui sont entre deux cultures. C'est l'interculturalité, comme on a évoqué tout au début de cette discussion, qu'il y a la culture de départ et la culture d'arrivée. Mais on ne peut pas rester à l'extrémité, c'est-à-dire on va toujours être, il y aura un va-et-vient, on va être entre les deux. Et cette situation entre les deux, c'est l'hybridité, tiers espace, third space, hybridity, proposée par Homi K. Bhabha. Vous pouvez vraiment faire une petite recherche sur ça pour voir comment ça fonctionne et pourquoi on est là entre ces deux extrémités des fois. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose à ça sur ce terme ou peut-être votre propre expérience, est-ce que vous avez des expériences de cette sorte? Non? Vous trouvez un côté? Oui, Rudy, allez-y. Je voudrais juste dire une autre chose. Oui. Comme vous avez dit, il faut accepter, mais accepter et adaptation sont différents. Non? Oui, absolument, très bien. Accepter et adapter. Vous acceptez, mais vous n'avez pas encore, Oui. c'est-à-dire Donc, adapter. Oui, allez-y, allez-y. comme Anisha dit, c'est l'adaptation, la nourriture. Nous mangeons la cuisine japonaise ou Oui. la cuisine japonaise, chinoise. Ça, Oui. c'est l'adaptation. Mais les coutumes, il faut juste accepter les coutumes. Il ne faut pas s'adapter. C'est pas nécessaire de faire ça Oui. pour être interculturel. D'accord, très bien. Alors, je vais revenir à ces étapes. Vous voyez, acceptation et après adaptation. Quand on accepte, parce qu'on ne peut pas adapter sans l'avoir accepté. Quand on dit accepter, c'est-à-dire moi j'accepte, je vous accepte tel que vous êtes, ou j'accepte ces situations, j'accepte ça. C'est-à-dire je comprends comment ça fonctionne. Mais je n'ai, ou bien, ou peut-être moi j'ai essayé une fois. D'accord? C'est accepter. Parce que même pour accepter, il faut essayer une fois. Et après, adapter, moi, je suis à l'aise. Je peux le faire. Je sais comment ça marche. Je ne vais pas dire je me suis francisé, mais je sais comment ça marche dans le contexte français parce que peut-être moi, j'y suis allé, j'y ai passé beaucoup de temps, je suis resté avec des Français et que, ou bien sûr, c'est quelqu'un qui s'est définitivement installé en France. On va dire comme ça. Et donc, accepter, euh, vous acceptez aussi avec des termes et des réglementations, Reddy. Comme vient de dire Anish, il y a certaines cultures, on ne peut pas les accepter telles qu'elles sont. Il y a des limites des fois, et donc vous allez les approprier, vous allez les ajuster, adapter selon vos besoins, selon les besoins de vos apprenants, et aussi selon, comment dirais-je, votre société. Vous voyez? Et donc, ça, c'est acceptation. Et quand vous allez en train de vous adapter, vous allez vous rendre à cette culture au début 30%, après 40% et peut-être 100%. Et je ne sais pas, parce que vous voyez aussi la culture finale, la culture d'arrivée, ça change tout le temps. Et donc, vous voyez, c'est vraiment un pêle-mêle, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Le monde, c'est pas, c'est pas bien structuré. Si je peux me permettre de dire ce terme, c'est assez lourd, mais il y a pas, tout n'est pas bien carré. C'est-à-dire, tout est en train de s'évoluer. Et comme je viens de dire, le changement, c'est quelque chose de permanent. Et donc, la culture vers, on va, peut-être la culture finale aussi en train de se changer. Voilà, parce que vous voyez, la culture française, il y a une influence maghrébienne. On est bien sûr au courant de ça. Et donc, dès que vous êtes en train de parler des plats français, peut-être vous allez aussi parler de couscous. Et donc, peut-être quelqu'un va vous dire non, mais c'est un plat qui vient de ce pays-là, c'est un autre pays, c'est pas la France. Vous voyez? Et donc, c'est-à-dire, c'est vraiment un terme très très large. Et il faut comprendre avec un certain regard d'appréciation, d'acceptation et aussi de critique. Je ne sais pas si je vous ai bien expliqué, Reddy. C'est clair? Oui. Ouais, voilà. Et donc, vous acceptez. Moi, j'ai accepté. Mais après, est-ce que je me suis adapté? Non, peut-être non. Et
ce sont les deux termes différents. Et donc, il faut vraiment les voir différemment parce qu'on ne doit pas les confondre, on ne peut pas les utiliser d'une façon, c'est-à-dire on ne peut pas les échanger non plus. D'accord. Ça va? Quelqu'un va ajouter quelque chose? Ok. Alors, ce que vous voyez, c'est la communication interculturelle. Et avant de faire ça, j'aimerais bien vous montrer une petite vidéo que j'ai pour vous. Alors, c'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Comme ça, on va rester sur le chemin français. Et ça parle de ce que c'est. Attendez, voilà. Qu'est-ce que le dialogue interculturel? Je vais le mettre. Attendez, hop, ça y est, c'est bon. Humanity is facing growing challenges of inequality, forced displacement, xenophobia, and violent extremism. To change this, we need to talk to each other. Methods promoting respect, empathy, and acceptance of others can help us value cultural differences. This is what intercultural dialogue does. It helps us better understand others and accept diverse views. This makes it easier to build meaningful communication channels open to change. Intercultural dialogue can lead to mindset shifts and mobilization to act against root causes of violence worldwide. You can do it everywhere. In education, it fosters social awareness skills and creates interaction between different cultures. In the media, it stimulates debate between different groups and better representation. In culture and arts, it creates awareness, learning opportunities, and reflection. In local governance, it helps to build inclusive public spaces, activities, and networks. In political negotiation, it facilitates and stimulates dialogue to reach mediation and agreement. Intercultural dialogue is the basis for a stable and inclusive environment. Help us spread the word that we need to talk. To support you, we at UNESCO propose an e-platform, free educational resources and tools. Come to our website and let's start a conversation. We need to talk. Voilà. Donc, Anish, vous parlez de ça, de cette journée internationale. Et aussi ici, on a vu qu'il y a des gens qui sont forcés pour faire ce changement de lieu. Et donc, ça peut être la xénophobie, ça peut aussi être la migration forcée, non forcée. Et aussi, ils l'ont bien expliqué qu'on a plus pour avoir un meilleur dialogue et aussi pour une belle représentation de chaque communauté. Sinon, il y aura certaines personnes qui vont être sous-représentées et ça ne va pas être une belle représentation de toute la société. Pour avoir plus d'opportunités d'apprentissage. Et dans cette vidéo, on a vu, comme disait Anish de G20, pour avoir des négociations politiques. Alors, quand on comprend la culture, on comprend déjà la culture de quelqu'un d'autre, ça facilite la communication. Et vous voyez, peut-être j'étais en train de penser peut-être le moment où il y avait des présidents et le Premier ministre qui venaient, et donc notre Premier ministre Narendra Modi, peut-être il était en train de les saluer dans leur propre langue. Et donc ça aussi, ça donne une association avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et donc cette affinité, cette proximité, ça crée. Et donc ça crée des liens amicaux. Et ça aussi, c'est important pour effacer la distance. Voilà. Si vous avez quelque chose à ajouter, parce que vous voyez, c'est vraiment une discussion aujourd'hui, je n'ai pas quelque chose de nouveau pour vous apporter. C'est votre expérience. Oui, Chanchal. Oui, c'est comme si quand les gens d'autres pays, ils ne peuvent pas prononcer proprement les noms des gens de l'autre pays. Comme je me souviens de Trump de l'USA, de l'États-Unis. Trump, quand il a prononcé avec des difficultés, très difficilement, les noms de le ministre premier de Modi, etc. Les Indiens n'aiment pas. C'est comme ça. Alors ici, vous voyez, il faut vraiment comprendre, soit est-ce que c'est l'émotion ou c'est la prononciation. Vous voyez?
Si quelqu'un n'arrive pas à bien prononcer mon prénom Jayवर्धन, en français va dire Gévardon, ça m'est égal. Vous voyez, parce que c'est l'intention, c'est son émotion. Il a au moins tenté, il a au moins essayé de prononcer mon nom, vous voyez? Et donc, bien sûr, il y aura des gens qui ne vont pas aimer ça, c'est vrai. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas du tout. Mais après, il faut comprendre, est-ce que il a essayé de le dire parce que même si peut-être c'est un prénom chinois et qu'on n'arrive pas à le dire, on va dire à la fin, oh, moi j'ai essayé, il faut le comprendre. On ne peut pas dire que les Chinois, les gens chinois, ils n'ont pas aimé même mon essai de prononcer ce joli nom, vous voyez? Et donc, ça, c'est l'émotion après. C'est pour ça, comme disait Mahesh, c'est l'ouverture de notre compréhension, qu'on a compris que c'était son intention de vraiment transférer son message amical à travers le prénom indien. C'est toujours mieux d'essayer de prononcer Narendra Modi au lieu de dire Louis. Alors, j'ai apprécié le fait qu'il a essayé de parler, c'est la même chose avec nous en anglais ou en français. Exactement. Il y a des noms qu'on prononce mal. Oui, tout à fait. Et c'est normal. C'est-à-dire, je ne vais pas dire qu'on ne va pas essayer. Il faut essayer. Même en français, on fait ça, non? Quand il y a un nouveau mot, avec nos professeurs, le prof nous aide à bien prononcer. Et après, petit à petit, on comprend comment ça se prononce. Mais au début, ça fait mal. Mais c'est la même chose, exactement. C'est clair, Chanchal? C'est-à-dire, il y aura des Oui, gens. oui, d'accord, monsieur, bien sûr. Ouais, Oui. mais je sais. Et vous avez aimé ça ou vous n'avez pas aimé? Oui. Voilà. D'accord, très bien, on va continuer. Attendez, hop, je vais repartager mon écran. Alors, c'est bon, c'est ici. Alors, et donc ici, c'est la communication interculturelle. Ici, j'aimerais bien vous poser une question parce que la communication interculturelle nous dirige vers la création des citoyens du monde. Alors, qu'est-ce que vous comprenez par les citoyens du monde et pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui, World Citizens? Et qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, ça veut dire qu'on n'est pas limité dans un pays seulement. C'est travers le monde, D'accord. tout le monde entier. Monde entier, d'accord, très bien. Et Sapna, comment est-ce qu'on peut devenir, on peut devenir un citoyen du monde? Quand on accepte la culture des autres cultures, on la respecte, on l'apprécie, on donne une place comme propre culture. Oui, d'accord. Oui, Anish, allez-y. Les autres aussi, s'il vous plaît, c'est vraiment un échange informel aujourd'hui. Vous voyez votre Ça, expérience aussi. c'était Oui. écrit dans notre philosophie et dans la Ouais. mythologie aussi. Oui. Les phrases Mhm. de sanskrit, la poésie de sanskrit, Oui. Vasudhaiva Kutumbakam. Oui. Vasudha, c'est la terre, Kutumbakam, famille. Oui. La terre et les habitants sur cette terre, Oui. ils font partie d'une famille. Oui. Et on parle de l'amitié globale. Ça, Oui. c'était déjà dans notre culture. Oui. Parce que vous ne pouvez pas nous limiter jusque l'espace, jusque le langage, jusque les frontières. Il faut aller plus loin. Oui, Il faut très bien. aller plus loin Oui. pour découvrir. Ça, Oui. ça fait partie de notre culture Très bien. indienne. Ça fait partie de notre culture indienne, c'est-à-dire il y a déjà la base pour nous et c'est facile, comme vous disiez tout à l'heure, Anish, que ça existe dans notre valeur, nos morales. Donc, ça facilite notre compréhension vers quelqu'un d'autre. Et si je parle de ça, je ne parle pas d'avoir le PR d'Amérique ou avoir le PR du Canada. Ça, c'est aller plus loin pour découvrir quelqu'un, pour prendre quelque chose mieux que je n'avais pas. Parce que ça, c'était déjà dans notre esprit, comme les oiseaux aussi. Vous voyez que les migratory birds, Oui. ils aussi viennent. Et ça, c'est quand on est né avec ça. Mes grands-parents, ils étaient avant la séparation d'Inde-Pakistan, ils étaient au Pakistan. Mais ils sont venus ici
Ils ont adopté la culture d'autres terres et oui, on vit comme ça. Oui, oui, très bien, très bien. Attendez, juste pour vous, Anish, encore. Alors, vous dites qu'il faut, il faut partir, il faut aller vers une autre destination peut-être. Est-ce que ça peut se faire même quand on bouge pas, quand on est bien ancré à un seul endroit? Est-ce que cette transformation, ça peut se faire? Mais dedans aussi, quand Oui, on fait très la bien, méditation, tout à on va fait, dedans. Ça, c'est tout aussi à plus tout loin. à fait, tout Il y à a fait, la exactement. poésie de Bulleh Shah. Oui, allez-y. Vous allez toucher l'autre chose, Mm. mais ce qui est dedans vous n'avez jamais touché ça. Très Ça, c'est bien. en Punjabi. Il Oui. faut aller dedans aussi. Ouais, 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 voilà. C'est un voyage interne aussi. C'est ça. Oui, très bien. Bravo. Ça me fait penser à une chanson. Je ne sais pas si je vous ai mis cette chanson. C'était de Maxime Le Forestier, Je suis né quelque part. Peut-être on a vu cette chanson. Je ne suis pas trop sûr. Peut-être. Quand on a vu la migration et tout ça, là, j'avais montré cette chanson. Je suis né quelque part. C'est-à-dire, on ne choisit pas sa ville, sa famille, ses parents. C'est par hasard. Et où on est né, après, c'est notre destination. Mais après, comme vous dites, c'est le voyage interne et externe qui se font. Oui. Et ça apporte un changement pour Vous nous. pouvez nous montrer sur YouTube parce que bon on attend vos chansons. Oh, oui. Ok, Et on attend vos vidéos. Oui. je Votre vais classe partager est très cette chanson. intéressante. D'accord, très bien, merci. Merci, Anish. Alors, Sunilji, allez-y, vous voulez dire quelque chose? Oui, d'abord, avec la technologie, déjà, le monde est devenu très proche. Et Oui. puis, si on va au passé, 3000 avant, il y avait un philosophe tamoul, Kaniyan Pungundranar, qui a déjà dit Yadum Ure Yavarum Kelir, ça veut dire déjà le monde est un village, donc tout le monde est dans. Les gens sont déjà mes parents, mes familles. Donc, ça c'est écrit, ça s'écrit. tous, c'est déjà dans c'est bien documenté. Oui, bien d'accord. documenté. C'est pour ça que je dis par hasard. Et puis maintenant, quand j'écoute la chanson, j'adore une chanson hindi, Mera Juta et Japani. Oui, Tous, très bien. Allez-y, c'est chantez un bien. petit peu. Chantez un petit peu, Sunilji, juste Non, deux, trois phrases, non, s'il vous non, plaît. non, je suis Oui, et très à travers mal. cette chanson, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire, Mera Juta et Japani? C'est tous intégrés. Oui. Ça, c'est comment notre culture est très riche. Oui, très bien, très bien. Comment on peut s'adapter à n'importe quel genre, n'importe quel pays. Oui, très bien. Et puis Bravo. moi, j'habite aux Émirats Arabes Unis. Quand il y avait des temps, quand j'ai commencé 20 ans avant, les gens d'Arabes n'acceptaient pas beaucoup. Mais maintenant, petit à petit, notre comment dirais-je, la sensibilité et l'approche d'éducation et puis l'approche familiale, ça montre. Et puis maintenant, moi j'ai beaucoup d'amis arabes qu'avant. Ça veut dire, il dit, vous venez d'un pays très riche. Donc, ça montre, moi je suis nul quand comparé avec des gens en Inde. Mais avec moi, je peux représenter notre culture au monde. Oui. Ça, c'est très important. Notre culture est très, très adaptée, en même temps acceptable par tout le monde. Oui, très bien. Super, oui. Et je pense que cette chanson que vous venez d'évoquer pour nous, et c'est vraiment, ça montre que le Juta, c'est Japani et l'Altopi Russie. Voilà, et donc ça vient de Russie, mais quand même, l'âme, Fir bhi mera dil hai hindustani. C'est-à-dire, dès le début, on a dit que c'est la culture de départ et la culture d'arrivée, et que cette transformation, ça se fait à toutes les étapes de ce voyage. Mais est-ce qu'on va rester ancré à nos racines, à nos origines? Ça, c'est vraiment une grande question, ça dépend de chacun. Mais quand même, si à la fin, on reste ancré à ses origines, ça, c'est la chanson qui disait
फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. C'est-à-dire, moi, j'ai tout compris, j'ai tout accepté. Je me suis adapté aussi selon les situations. Mais après, moi, je suis à ma propre identité, à ma propre nationalité aussi. Très bien. Il y a Niranjanji, allez-y. Oui, monsieur, le concept de citoyen global, Oui, allez-y. c'est tout à fait opposé à le concept de nationalisme qui était évolué en Europe dans le 19e siècle, peut-être, avant le 19e siècle. Quand toutes les nations d'Europe consacrées au former les frontières nationales et séparer des autres nations et des autres communautés très rigidement. Mais Oui. donc, maintenant, nous avons réalisé que c'était faux et il faut comprendre que le globe entier, la Terre entière est une humanité totale. Oui. Très bien, très bien. Quelle belle pensée. Oui, exactement, Niranjanji. Très bien. Chanchal, vous voulez dire quelque chose? Non? En effet, je voudrais dire ce qu'Anish a dit. Il a coté une phrase sanscrite, c'est Vasudhaiva Kutumbakam. Je me souviens que quand le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, il a rencontré Macron, la phrase était utilisée dans le média. Je pense que ça, parce que, et je pense que Macron l'a pris maintenant, le sens de la phrase. Oui, exactement. Oui, oui, c'est vraiment l'ouverture pour d'autres aussi. Et des fois, vous voyez, ce que je pense, c'est que ça, c'est important que... ah oui, Anish est en train de partager des paroles aussi. Merci, Anish. C'est-à-dire, des fois, quand on est ignorant, quand on ignore, on ne sait pas, on peut dire que c'est ma faute à moi aussi. Aujourd'hui, quand on vit dans un monde si globalisé, quand on est vraiment interconnecté, il faut être vigilant de tout ce qui se passe autour de nous et d'accepter avec un regard critique aussi. Et après, s'adapter ou pas, ça dépend. Mais il faut être vigilant, il faut être courant de tout ce qui se passe. Alors, maintenant, on voit l'adaptation interculturelle. Je pense que c'était Sapna qui parlait de... Non, c'était Ridi. Non, c'était quelqu'un qui disait de l'appréciation et... oui, c'était Ridi, l'appréciation et l'adaptation. Et donc, l'adaptation interculturelle, c'est-à-dire c'est vraiment une étape où on est en train de se mettre dans cette boîte et de voir comment ça fonctionne pour nous. Alors, c'est l'adaptation interculturelle. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation interculturelle, qu'est-ce que ça peut nous apporter, quel est le changement, qu'est-ce qu'il faut casser, briser, qu'est-ce qu'il faut accepter. Alors, non? Et donc, oui. Comme vous allez en France, vous saluez les gens comme en faisant le bise, en faisant la bise. Mais ici, vous ne faites pas avec l'autre Indien. Vous êtes dans l'autre culture, oui, vous adoptez. Et dans chaque repas, vous buvez du vin rouge. Mais ici, je ne peux pas dire à mon papa que, OK, dans chaque repas, je veux du vin rouge. Exactement. C'est-à-dire, vous avez accepté ça et vous vous adaptez, Nish. Quand vous êtes en France, vous vous comportez différemment. Quand vous êtes en Inde, vous vous comportez différemment. C'est ça, très bien. Reddy, la question que vous avez évoquée tout à l'heure, quand vous allez en France, vous comprenez qu'on fait la bise, d'accord? Mais on ne vous oblige pas de le faire. C'est-à-dire, vous avez votre choix personnel de le faire ou de ne pas le faire. Et donc, vous avez accepté ça. Mais après, est-ce que vous faites ça? C'est votre adaptation interculturelle. Vous voyez? Mais il y aura certaines personnes qui vont le faire et ils vont se rapprocher plus proche à cette culture étrangère. Oui, Adita. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec Anish parce que maintenant, les femmes modernes en Inde, ils font des bises.
Ils font des bises au lieu de dire namasté ou toucher les pieds Les pieds, hein. des adultes. Ils font des bises, ils portent des vêtements modernes, ils ne portent pas des saris. Oui. On a Elles ont adopté. Oh là Mais là. oui, Elles ont adopté. voilà, Oui, elles ont exactement. bien adopté. Oui, elles ont bien Notre adopté. culture. Oui, c'est Oui. l'adaptation. Ça, Exactement. c'est la qualité de modernisme. Oui. Oui, Elles oui, ont tout à bien adopté ça. Oui, c'est-à-dire, Adita, il y a certaines personnes qui se sont adaptées à cette nouvelle, à ce nouveau changement. Il y a certaines qui sont en train de le faire. Il y a certaines qui ont compris que ça se fait comme ça, mais je ne me suis pas encore adapté. Je vais le faire quand je serai peut-être à l'étranger. Et il y a certaines qui ont dit, moi j'ai compris, mais je ne vais jamais faire ça. Vous voyez? Et donc chacun traverse ce chemin-là dans sa propre capacité. Vous voyez? Et donc, c'est Oui. vraiment comme ça. Oui, tout à fait. Voilà, très bien. Et donc, l'adaptation interculturelle, ce que vous voyez sur l'écran, ce que je voulais vous dire, c'est que, oui, attendez, c'est juste, cela engage de comprendre les normes sociales, les coutumes, les valeurs et d'apprendre comment interagir de manière appropriée avec les membres de cette culture. Et ce qui est intéressant, c'est ici, pour développer une adaptation interculturelle réussie, il est essentiel de faire preuve d'empathie et de souplesse mentale. Il est important de se débarrasser des stéréotypes culturels et d'accepter que chaque culture ait sa propre manière de percevoir le monde. Voilà, ça c'est important pour moi, pardon, et pour nous aussi. Alors tout d'abord, on va écouter Ridi, après je vais vous poser une question. Allez-y, Ridi. Je voudrais juste ajouter Oui, que oui, allez-y. quand on est immigré, Oui, on a un besoin de s'insérer dans cette culture. Pour cette raison, on s'adapte. Mais quand on n'est pas immigré, c'est pas nécessaire de s'adapter. C'est juste la différence. oui, oui, oui. Ce que vous dites, Ridi, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes forcé? Vous n'êtes pas forcé. Vous êtes obligé? Vous n'êtes Oui, pas obligé? oui. Mais même pour ça, Mais quand même, si vous vivez dans un pays étranger, vous devez vous adapter. Sinon, C'est ce que je dis. Quand vous êtes immigré dans un pays étranger, Oui. il faut s'adapter. Oui. C'est une force. Et alors, le contraire, c'est quoi? Il ne faut pas adapter si nous sommes dans notre pays, bien sûr, parce qu'on a déjà notre culture. On doit accepter les autres qui sont les émigrés dans notre pays, non? C'est ça, non? Oui, oui. Oui. C'est-à-dire, on est en train de s'adapter à tout moment. Et c'est comme ça que le monde avance. Ce que disait Niranjanji, c'est super bien. Si on va rester clos dans sa propre bulle, ça va jamais avancer. Et aujourd'hui, bien sûr, avant, on pouvait travailler séparément, mais aujourd'hui, c'est le monde de collaboration, de coopération et pas de compétition. Sinon, on n'avance pas du tout. Ouais, et donc, c'est ça que vous voyez, comme on est hyper connecté, que c'est le village global, que tout est à un clic d'ordinateur. Et donc, vous voyez, c'est vraiment le monde de collaboration et de coopération. Alors, ici, on voit que il faut se débarrasser des stéréotypes. Et ça, nous, voilà, on avance un petit peu. Et donc, les stéréotypes et les préjugés, voilà, on va travailler un petit peu sur ça. Allez-y. Qu'est-ce que vous comprenez par les stéréotypes et les préjugés quand on parle de l'interculturel? Les stéréotypes, est comme on pense que les Français mangent du fromage et boivent du vin. D'accord, Tout le oui. temps, oui. Tout le temps, d'accord. Et, ok, très bien. Et, oui, Aussi, voilà. ils sont les râleurs. Pardon, j'ai pas bien entendu le dit. Ils sont les râleurs. Ah, ce sont des valeurs quand on parle des stéréotypes et préjugés? Non, non, les Français, ils sont les râleurs. Ah, ils sont les râleurs. Ah, ils râlent tout le temps. D'accord. Oui, ce sont les râleurs. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez, Reddy? C'est vraiment un stéréotype? Oui. D'accord. Très bien. Et oui, Niranjanji, allez-y. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, monsieur, dans la période coloniale, Oui. les Anglais classifiaient tous les tribus d'Inde et il avait nommé quelques tribus comme criminelles. Ah, Les tribus criminelles, oui. c'était un
Préjugés. stéréotypiques. Oui, exactement. stéréotypiques. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, ce sont les notions préconçues pour une culture, pour une communauté, pour une société, et qui va figer l'idée générale de cette société, de cette communauté, de cette catégorie, de ce groupe-là. Et on ne peut pas s'en sortir. Et donc, il faut la casser, il faut les briser pour vraiment comprendre. Parce qu'il y a des exceptions, il y a des gens, il y a des situations différentes aussi. Alors, pour ça, j'aimerais bien vous montrer une petite vidéo. Alors, ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Alors, même avant de faire ça, j'aimerais bien vous montrer 2 images. Et c'est une petite activité que je voulais faire avec vous. Alors, je vous montre 2 images. Vous me dites si la première image, est-ce que c'est visible pour vous? Attendez. Ah, vous me dites si c'est visible pour vous. C'est bon, c'est visible pour vous? Oui. D'accord, très bien. Il y a une autre image, et après, je vais vous poser une question. Alors, je vais partager mon écran encore une fois. Hop. Hop. Alors, attendez. Alors, ce que je fais, des fois, c'est compliqué de vraiment... Hop. Alors, est-ce que c'est visible pour vous, cette image aussi? Oui. Très bien, super. Donc, je vais arrêter de montrer ça et je vous pose une question. Entre ces 2 images, il y a une image de, je dirais, Miss France. C'est laquelle? C'est la première ou la deuxième? Et pourquoi? Quelle est la question? Pouvez-vous répéter? Je répète la question. Je vous ai montré 2 images, Adita, d'accord? La première image et la deuxième image. Entre ces 2 images, il y a une image de Miss France. Miss France, et vous allez me dire juste comme ça, quelle est l'image de Miss France entre ces 2 images? Je pense que c'est la deuxième. C'est la deuxième, d'accord. Ok. Deuxième, tout le monde est d'accord pour l'image numéro 2? Interculturalité. Oh là là, vous avez bien compris, Edita, comment ça marche. D'accord, très bien. C'est-à-dire, on a vraiment cette ouverture d'esprit que c'est pas la couleur, c'est pas notre origine qui va tout déterminer. Bravo, très bien. C'est-à-dire, on est un groupe de gens qui comprennent, un groupe qui comprend très bien qu'il faut aller au-delà de tous ces stéréotypes. Bien sûr, parce que c'est Guadeloupe, et donc ça fait partie de ce concours de Miss France. Et donc, cette dame, c'est Indira, la deuxième image. Et aussi, elle a une origine indienne parce que de côté de sa grand-mère maternelle, c'était en Inde. Et donc, vous voyez, c'est-à-dire, quelque part, on vient d'où? On ne sait pas. Et donc, la chanson de Maxime Le Forestier, Je suis né quelque part, nous montre que c'est où ma ville natale, c'est où mon village natal, je ne sais pas. Parce que quand on va remonter en arrière, on ne sait pas d'où venait mon grand-père arrière. Vous voyez? Donc, c'est toujours une grande question de son emplacement, de son positionnement, pardon. Alors, très bien. Voilà, et une autre vidéo que j'ai pour vous, ça s'appelle quiproquo. C'est un terme qui dit qu'il y a un malentendu. Le terme, c'est quiproquo. Quiproquo, et c'est un terme assez intéressant parce que ça parle des confusions qui se produisent quand il y a une confusion de prononciation ou de nom ou d'origine ou quelque chose qui nous montre que on est toujours piégé dans cette cage de stéréotypes. Et le terme, c'est quiproquo, quand on prend quelque chose pour quelque chose d'autre. Alors, je vais vous montrer une vidéo et je vais partager toutes ces vidéos avec vous, ne vous inquiétez pas, dans le groupe. Alors, cette vidéo, c'est quiproquo. Je partage mon écran. Pardon, Nidi, c'est pas coco ou croco? Ah non, j'ai pas compris. Vous posez une question, Nidi? Non, monsieur. Oui, c'est quoi votre question? Non, c'est monsieur. D'accord, ok. Alors, c'est quiproquo. Si vous voyez sur l'écran, c'est en anglais Quiproquo, quiproquo.
quand on prend quelque chose pour quelque chose d'autre. C'est quiproquo. Alors, regardez bien cette vidéo. Après, je vais vous poser quelques questions. Alors, je vois la vitesse, c'est bon. Écoutez. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suppose que vous êtes la personne qui rejoint ce matin notre établissement? Oui, effectivement. Eh bien, monsieur Boyer, notre directeur, qui était censé vous accueillir, m'a laissé un message me demandant de vous recevoir, mais je viens juste de le voir, donc c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Donc, il vous prie de l'excuser, mais il est coincé dans les embouteillages. Excusez-moi de vous interrompre, mais je commence à travailler aujourd'hui dans votre établissement. Oui. J'avais également rendez-vous. Ah oui, je sais que la remplaçante de mademoiselle Dumas doit arriver aujourd'hui, si vous voulez bien patienter. Elle ne devrait pas tarder. Je ne remplace pas du tout mademoiselle Dumas. Ah pardon, et vous êtes? La nouvelle responsable du pôle sécurité. Vous n'êtes pas Michel Valoris? Monsieur Darel. Madame Valoris, Michel Valoris. J'entre en fonction aujourd'hui. Monsieur Darel, je suis le nouvel assistant de monsieur Boyer. Mademoiselle Dumas ne devrait effectivement pas tarder, mais je suis un peu en avance, alors... L'habitude. Comment me faire pardonner? Peut-être en vous offrant un thé? Un café. Ah, un café, vous êtes très... Bon, venez avec moi tous les deux et je vous montrerai nos locaux. Alors, vous voulez que je remette ça encore une fois? Ou c'est bon? C'est bon. C'est bon? Très bien. Alors, allez-y, on va lancer une petite discussion. Qu'est-ce que vous avez pu comprendre à travers cette vidéo? Il y avait... Qu'est-ce qu'elle voulait nous montrer, cette vidéo? Il y avait un malentendu. Il y avait un malentendu et basé sur quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un préjugé ici. C'est basé sur l'apparence et le genre et tout ça, non? D'accord, très bien. Il était confondu avec le nom, Michel. Ah ouais, exactement, très bien. Il avait mal compris Michel parce que c'est un prénom commun entre les hommes et les femmes, mais bien sûr, comment ça s'écrit, c'est différent. Très bien. Et quoi d'autre? Et ce monsieur qui était venu les voir, oui, Nathalie, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Oui, il y avait aussi un remplacement pour une assistante. Ouais. Donc, c'était un préjugé qu'une femme va remplacer une assistante. Exactement, très bien. C'est-à-dire, c'est déjà préconçu comme idée que c'est une assistante, c'est toujours une dame qui va faire cette fonction-là. Très bien. Et ce monsieur, vous avez vu au début, je vous remontre cette vidéo une fois encore, comme ça vous allez mieux comprendre. Attendez, hop, hop. Alors, quand la femme entre sur la scène tout au début, vous voyez comment elle se comporte. Elle a beaucoup de confiance, vous voyez? Bonjour. Alors, vous avez vu le remplacement, c'est-à-dire cette dame, elle a beaucoup de confiance, elle est venue dans cette salle et elle s'est mise, c'était pas au coin, mais entre les chaises, c'est-à-dire elle a compris sa position, où est-ce qu'elle devrait se mettre. Par contre, cet homme, quand il est entré, il est timide, il se met au coin, vous voyez? C'est-à-dire déjà, on est en train de casser les stéréotypes, comment une femme et un homme entrent dans une salle, pour nous montrer que c'est pas toujours comme ça. Quand on est une femme, on se comporte différemment, mais c'est pas toujours le cas. On peut vraiment le faire différemment. Alors, je vais continuer, vous voyez?
Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suppose que vous êtes la personne qui... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il dit je suppose, c'est-à-dire il a déjà décidé que. Exactement. Même avant ça, Nathalie, même avant ça, quand il entre, qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme. Il a ignoré la Ouais, femme. il a ignoré la dame. C'est-à-dire, vous voyez, elle s'est mise debout, elle a dit bonjour, mais il a dit bonjour, il a croisé et il a serré la main avec cet homme-là. Il a dit bonjour. C'est-à-dire, quelque part, il a eu ce jugement que la personne la plus importante, c'est cet homme-là et pas cette dame. Vous voyez? Déjà, lui aussi, il avait une idée dans sa tête. Ok, on va continuer. Et bien sûr, comme vous disiez, Matseli, il dit « je suppose ». C'est-à-dire déjà la supposition. qui rejoint ce matin notre établissement? Oui, effectivement. Eh bien, monsieur Boyer, notre directeur, qui était censé vous accueillir, m'a laissé un message me demandant de vous recevoir, mais je viens juste de le voir, donc c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Donc, il vous prie de l'excuser, mais il est coincé dans les embouteillages. Excusez-moi de vous interrompre, mais je commence à travailler aujourd'hui dans votre établissement. Oui. J'avais également rendez-vous. Ah oui, je sais que la remplaçante de mademoiselle Dumas doit... Voilà, qu'est-ce qui se passe dès que cette dame est en train de lui expliquer pourquoi elle y est? Il a dit « Ah oui, vous êtes la remplaçante de madame Dumas, mademoiselle Dumas ». C'est-à-dire, sans l'avoir écouté, il y avait ce cliché que vous êtes cette personne-là. Vous voyez? Et regardez son comportement, et donc il est en train de pointer. Vous voyez? Ça aussi, on ne peut pas faire comme ça. S'il savait que c'était quelqu'un de supérieur dans la hiérarchie, il n'aurait pas osé le faire. Mais avec une dame, vous voyez comment il se comporte. Et puis, attendez, on va continuer. C'est arrivé aujourd'hui, si vous voulez bien patienter. Voilà, si vous voulez bien patienter. Il n'a pas du tout entendu ce qu'elle voulait dire. Et il a tout finalisé. Alors, il faut patienter. Il faut patienter. Il faut patienter. Non. On ne devrait pas tarder. Je ne remplace pas du tout mademoiselle Dumas. Ah, pardon. Et vous êtes? La nouvelle responsable du pôle sécurité. La nouvelle responsable de pôle sécuritaire. Vous n'êtes pas Michel Valoris? Monsieur Darel. Madame Valoris, Michel Valoris. Et voilà. Vous voyez? Voilà. Et donc, il a commencé à serrer la main avec cette dame dès qu'il a compris qu'elle est supérieure dans la hiérarchie. Vous voyez? C'est-à-dire, il a changé son comportement. Et donc, il avait ses préjugés, il avait ses stéréotypes. Donc, il a dû les casser après. J'entre en fonction aujourd'hui. Monsieur Darel, je suis le nouvel assistant de monsieur Boyer. Le nouvel assistant de Boyer, de madame Boyer. Mademoiselle Dumas ne devrait effectivement pas tarder, mais je suis un peu en avance, alors... Et alors, quand il fait ça, c'est-à-dire, ah, j'ai bien compris que j'ai pas bien fait. Et donc, il a accepté. Je vous ai, c'est-à-dire, c'était pas un bon choix, c'est-à-dire, je vous ai confondu. J'ai confondu en fait votre fonction. L'habitude. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien normal. Comment, Sunil dit? Il pense que c'est bien normal parce qu'il n'est pas un homme. Oui, et il a dit d'habitude, exactement. C'est-à-dire, pour moi, c'est normal de faire ça. C'est-à-dire, je croyais que vous étiez l'assistante et que ce monsieur, il était l'autre personne. Voilà. Et donc, il a même accepté que je fais ça d'habitude. C'est pas normal pour moi. Je fais ça. Comment me faire pardonner? Peut-être en vous offrant un thé? Un café. Ah, un café. Alors, comment me faire pardonner? How to, say pardon to you? Du café. Ah, il n'a même pas proposé une autre option. Juste du thé, elle a dit. Café, vous êtes très... Elle a dit du café. Et donc, il a même passé en commentaire. Il a dit, ah, vous êtes très... Vous voyez? Si elle prenait du thé, elle serait une personne calme. Mais quand elle a dit du café, il lui dit, cet homme dit à cette dame, ah, vous êtes très. Vous voyez? C'est-à-dire, quand vous buvez du café, vous êtes très. C'est-à-dire, encore un jugement. Bon, venez avec moi tous les deux et je vous montrerai nos locaux. Voilà. Alors, est-ce que c'est clair?
C'est-à-dire, à travers cette petite vidéo d'1 minute, 2 minutes, on a compris, on a dégagé beaucoup d'éléments qui nous ont montré les stéréotypes, même dans la société française. Ça existe partout dans le monde. Alors, on va continuer. Je vais partager mon écran. Hop. Attendez. Voilà. Voilà. Alors, c'était les préjugés, vous avez bien compris. La diversité culturelle. La diversité culturelle souligne la reconnaissance et la valorisation de la diversité culturelle. On a compris qu'on est divers. Et ici, lorsque nous apprenons une langue étrangère, nous entrons en contact avec une nouvelle culture. Et c'est là que la diversité culturelle prend tout son sens. En appréciant et en acquérant cette diversité, nous nous en dotons en tant qu'individus et nous renforçons notre capacité à échanger avec des personnes de différentes origines culturelles. De plus, l'acquisition de la diversité culturelle agrandit notre vision du monde. Nous évoluons vers les choses que nous voyons sous différents angles et de comprendre les perspectives multiples qui existent dans le monde. Cela nous rend plus empathiques et nous permet de développer une conscience globale des enjeux sociaux et politiques qui transcendent les frontières. Alors, je pense que c'est clair, la diversité culturelle. La compétence interculturelle, ici, j'aimerais bien vous montrer le concept de capital culturel. Alors, je vous donne 2 minutes si vous regardez bien le concept de capital culturel proposé par Pierre Bourdieu et vous allez me dire ce que cela veut dire et pourquoi c'est important aujourd'hui dans le monde contemporain. Allez-y, prenez 2 minutes, regardez bien et parlez-moi-en. Juste le premier paragraphe, ça suffit. C'est comme le bagage culturel. Exactement, très bien Mathilde, c'est le bagage culturel. Et qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans, dans ce bagage, dans ce sac? C'est En rempli fait, de quoi? C'est farci de quoi? tout ce qu'on a vécu, en fait, et ça, Très les bien. connaissances qu'on a apprises, D'accord, très bien. tout Oui, ce tout qui à fait. fait partie de la culture, de la langue. Oui. Et ce bagage, est-ce que il est en train de se faire tout le temps? Hmm, Ou il y a un moment final? C'est fini? non, Comment on va ça- dire? Non, non, non. il n'y a jamais une fin. Ça, Très bien. cela évolue tout le temps. Oui, tout à fait, exactement. Tout à fait parfait. Et donc, c'est l'ensemble des connaissances, des compétences et des habitudes acquises par un individu en raison de son milieu social et son environnement culturel. C'est-à-dire, il faut changer son milieu, son environnement, et il faut améliorer, enfin, le terme améliorer, c'est pas péjoratif ici, mais plutôt pour agrandir son point de vue et pour ajouter d'autres éléments de son bagage pour embellir son existence. Et pourquoi? Parce que ici, si vous voyez les 3 dernières lignes, lorsqu'un apprenant possède un capital culturel élevé dans sa propre culture, cela peut influencer positivement sa capacité à comprendre et à interagir avec la culture étrangère. Et donc, comment ça va faciliter? Allez-y, les autres. On vivre une expérience. Oui, très bien. On vit une expérience dans l'autre pays et on s'adapter et aussi on suivre l'autre culture. Oui, tout à fait, exactement. C'est-à-dire, c'est vraiment ce sont les outils qui vont nous aider tout au long de notre existence de vraiment trouver des solutions et vraiment arriver à faire des échanges avec quelqu'un d'autre à travers tous ces outils qui sont vraiment
la connaissance, la compétence et les habitudes. Oui, Chanchal, allez-y. Oui, monsieur, ce que je pense très important, c'est pour éviter le faux pas aussi, parce que c'est très dangereux si quelqu'un fait le faux pas. Oui, exactement, faux pas, faux pas. Qu'est-ce que vous comprenez par faux pas? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Me dire ou faire quelque chose, ce n'est pas acceptable des autres, de le paisible. Oui, très bien. Alors, j'étais juste en train de regarder, il y avait une citation. Oui, alors j'étais en train de trouver cette page-là, voilà. Donc, il y a un livre dans lequel c'est écrit que, alors c'est Pierre Bourdieu qui dit, la pratique culturelle sert à différencier les classes et les fractions de classe, à justifier la domination des unes par les autres. C'est encore Pierre Bourdieu parce qu'il est bien conscient du fait que quand on est en train de ramasser, de collectionner des éléments pour embellir notre bagage, notre sac d'existence qui s'intitule la capitale culturelle, il y a aussi la domination des certaines cultures sur sur les autres cultures. Pierre Bourdieu parle de ça. Et aussi, Antonio Gramsci parle d'hégémonie de culture, où il parle comment est-ce que certaines cultures influencent notre propre culture. Et la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. C'est-à-dire, on ne peut pas hériter. Ça se conquiert. Et donc, c'était par André Malraux. Et aussi, pour terminer, je dirais que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est Édouard Herriot qui dit, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Voilà. Et donc, on a tout oublié, c'est juste la culture qui reste et qui nous guide. Alors, et donc aujourd'hui, dans ce monde si connecté, pardon, c'est important d'avoir son bagage culturel qui est le capital culturel. Alors, et donc pour revenir à la question de l'identité et l'appartenance, vous voyez, c'est ici. Et donc, c'est vraiment la chanson de Sunilji qui a dit que Phir bhi dil hai hindustani, c'est-à-dire notre identité, notre, si je parle de notre appartenance, et donc c'est Pardon, monsieur. l'identité. Oui. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Je voudrais dire que le faux pas culturel. Oui. Je dois Allez-y. ajouter le mot culturel après ça. Pour éviter les faux pas culturels, c'est plus important, je pense, parce que c'est très dangereux quand je interacte avec quelqu'un d'autre pays. S'il ne comprend pas ce que je veux dire, mais il pense que je l'insulte. Oui, alors j'ai compris votre question, Chanchal, mais vous voyez, quand quelqu'un d'autre ne me comprend pas comme il faut le faire, alors dans ce cas-là, c'est ma responsabilité de lui expliquer ce que je veux lui dire. Vous voyez, si il n'a pas bien compris, c'est normal, mais il a mal compris, il a compris de travers. Dans ce cas-là, ça devient important pour moi de lui expliquer, ben écoutez, c'est pas ça ce que je voulais dire, c'est ça. En fait, j'arrive pas à vous expliquer. Peut-être ce terme n'existe pas dans ma culture. Vous voyez, il faut trouver, il faut paraphraser ce que vous voulez dire. Il faut vraiment arriver à lui expliquer. Sinon, vous laissez un préjugé chez lui. Vous laissez un stéréotype chez lui. C'est-à-dire, ce concept, peut-être vous étiez en train d'expliquer un concept à une personne étrangère et que on n'arrive pas à lui expliquer ça et que cette personne a pris une image que, ah, d'accord, ce concept, c'est comme ça dans votre pays. Vous voyez? Ça aussi, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Et dans ce cas-là, il faut vraiment demander aux autres pour nous aider de vraiment clarifier ce qu'on voulait dire. Non, on voulait dire, pardon. Alors, et donc c'est la question de l'identité et l'appartenance ici qu'on voit. Qu'est-ce que vous comprenez par cette image? C'est quoi ce que veut dire cette image? Oui?
cela peut également nous amener à réfléchir sur notre propre culture et à réaliser qu'elle n'est pas la seule manière de voir le monde. Tout au long de ce processus, il est important de se rappeler que notre identité est fluide et en constante évolution. Apprendre une langue étrangère nous donne l'occasion d'explorer différentes facettes de notre identité et de nous ouvrir à de nouvelles expériences. L'acceptation de cette évolution et l'ouverture à la diversité culturelle sont essentielles pour construire une identité culturelle épanouissante et un sentiment d'appartenance à un monde de plus en plus connecté. Vous comprenez ça? C'est bon, cette partie? Ça va? Oui? D'accord, et donc je pense que c'est clair pour vous, très bien. Alors, parce que vous vivez ça toujours, chaque jour, et donc je pense qu'on a eu une bonne compréhension de ces termes-là aussi. Et alors, à la fin, on a la coopération et la collaboration interculturelle. Et ce n'est pas la compétition on avait dit au début. Ici, c'est la coopération et la collaboration interculturelle qui mettent l'accent sur la promotion de la coopération, la collaboration et de la synergie entre les personnes et les groupes culturellement diversifiés. Quand on travaille dans une entreprise, quand on travaille dans une école, peut-être qu'il y a des amis, des collègues étrangers, comment est-ce qu'on va s'adapter, comment est-ce qu'on va se mettre d'accord avec eux et comment est-ce qu'on va arriver vers la finalisation d'un objectif. Voilà. Très bien. Et ce que je vais faire, je vais terminer cette unité en vous montrant une petite vidéo. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi l'interculturel passe par le cours de FLE. C'est une vidéo qui est assez longue, mais je ne vais pas tout mettre pour vous. Ce que je vais faire, je vais mettre juste la partie initiale de cette vidéo. Attendez, hop. Et vous allez écouter ça. Juste pour, je crois, 4-5 minutes. Écoutez, en total, c'est 25 minutes, mais on ne va pas tout mettre. Écoutez bien. C'est vrai que dans l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères, la perspective interculturelle occupe le devant de la scène depuis un certain temps déjà. Non il y a tout un conglomérat d'expressions du type compétences interculturelles, savoir interculturel, conscience interculturelle, qui débutent, on pourrait dire, vers les années 2000-2001 avec le cadre commun de référence pour les langues. Alors là, il apparaît ces notions et en 2010, Byron dit déjà que tous ces concepts explicitent plutôt ce qu'il faudrait faire que ce qui se fait réellement. Et même si cette citation a déjà une vie un peu longue, je crois qu'il y a quand même du certain dans cette expression. C'est vrai que l'interculturel traverse les discours des enseignants, les discours des manuels, les discours des spécialistes, et qu'il est rare de rencontrer des gens qui ne se réclament pas peu ou prou de cette perspective. Je dirais que l'interculturel apparaît comme facilement interprétable, politiquement correct et fatalement incontournable. Pourquoi est-ce que ça semble facilement interprétable? C'est parce que ça relève de l'évidence, d'une certaine manière, qui appartiennent à des langues cultures différentes. Et c'est vrai qu'on est déjà dans l'inter, qu'on est déjà dans ce dialogue, dans cette particule qui marque la confluence, la rencontre et aussi les limites de cette rencontre. Il est politiquement correct parce que c'est une notion qui revendique, d'une certaine manière, les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques, qui sont les valeurs de nos sociétés, au moins dans la lettre. Et puis, c'est quelque chose de fatalement incontournable dans le sens que nos sociétés, ce sont des sociétés où la différence est constitutive
du faire social. Et ce sont des sociétés où les migrations sont importantes, où la déterritorialisation des individus est très forte. Alors, donc, on fait l'expérience de l'interculturalité, de l'interculturel, on les fait un peu dans la vie quotidienne, tous les jours, dans les vécus de tous les jours. Mais cette notion ne surgit pas dans le domaine des langues étrangères. Non, effectivement, ça vient du social. Elle apparaît vers les années 80, 90, dans les sociétés à forte tradition, sociétés d'accueil, de forte tradition d'accueil, et pour régler d'une certaine manière tous ces conflits, ces malentendus qui se produisent au sein de ces sociétés quand il y a des nouveaux arrivants qui proviennent de langues cultures très, très diverses et très lointaines par rapport à la culture d'accueil. Et alors, on voit que cette perspective pourrait venir d'une certaine manière en aide de ces conflits, pour résoudre ces conflits, etc. Et ça va passer dans l'enseignement. Ça va passer dans l'enseignement. Ça passe dans l'enseignement parce que la salle de classe devient d'une certaine manière un endroit privilégié pour travailler sur le développement de l'interculturel. C'est là qu'il y a la diversité, l'altérité, dans toutes ces expressions. Toutes les classes sont d'une certaine manière pluriculturelles. Voilà. Est-ce que vous avez pu comprendre, parce que c'était vraiment le résumé ce dont on a parlé, parce qu'au début on a évoqué, je pense que c'était Ridi qui a dit que des fois aussi il y a des mouvements, il y a des migrations qui sont forcées, les gens qui s'installent dans un nouveau pays. Donc cette personne, cette dame, elle était en train de nous expliquer, et spécifiquement dans un cours de FLE, parce que ça aussi c'est important, étant prof de français, nous tous, on a une responsabilité de passer ces notions d'interculturalité dans un cours de FLE. Alors, qu'est-ce que vous avez pu comprendre à travers cette vidéo? Si vous pouvez résumer un petit peu, quelqu'un? Ou quelques mots, quelques éléments? Oui, Radhika. Ça va dire interculturel, c'est l'acceptance de l'autre culture et aussi vivre cette expérience de la vie quotidienne. Oui. Et aussi transmettre la culture à l'autre, aux apprenants, ce qu'on vit et on s'adapte et on respecte les deux. Oui, très bien. Exactement. Oui, tout à fait. Quelqu'un d'autre? Je pense qu'on a tout dit. Alors, juste pour résumer cette unité, alors elle parle elle a focalisé sur 3 axes. Elle a dit qu'il y a ce qu'il faudrait faire et ce qui se passe. En fait, il y a ce qu'on a envie que ça se passe dans nos cours et dans notre société et ce qui se passe en ce moment. Et ça passe par les manuels, les enseignants et aussi par des spécialistes. Et elle a parlé que la notion d'interculturalité, c'est facilement interprétable, c'est-à-dire ça peut se comprendre parce qu'il y a des rencontres et il y a des limites. Et quand on parle des limites, c'est Anish qui a soulevé cette question au début, qu'il y a des limites, on ne peut pas tout approprier. Et après, elle a dit c'est politiquement correct. Il faut que ça soit politiquement correct, la notion d'interculturalité, parce que c'est basé sur les valeurs démocratiques, les valeurs humaines. Et troisième chose, elle a parlé que c'est fatalement incontournable. C'est-à-dire, ça va se passer. C'est Niranjanji qui parlait des communautés qui étaient closes, qui ne s'ouvraient pas. Mais aujourd'hui, c'est un monde où tout est ouvert. Et donc, c'est quelque chose d'incontournable parce que la migration, les échanges, ça se fait tout le temps. On ne peut pas les arrêter. Et donc, c'est 3 axes dont elle a parlé. Et elle a dit que, tout d'abord, l'interculturel, c'est dans la sphère sociale. Ce n'est pas dans l'enseignement. Mais ça passe par l'enseignement parce que quand les nouvelles arrivants qui arrivent dans un nouveau pays, d'une culture lointaine, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur société d'accueil. Du coup, il y a des cours pour les réfugiés, pour les gens qui veulent apprendre la langue de ce nouveau pays avec sa culture. Et donc, la classe, la salle de classe devient vraiment une société
hétérogène où il y a des personnes d'origine différente qui commencent à se comprendre et qui va vers un monde assez, comment dirais-je, assez tissé entre les fils d'amitié et de coopération. Est-ce que c'est clair cette unité pour vous? Ça va? Oui, monsieur. Oui, très bien. Vous compreniez déjà, je crois que ce n'était pas si difficile pour vous. Alors, ce que nous allons faire, on va passer à l'unité numéro, je crois que ça va être numéro 2. Et c'est le concept attendez, c'était quoi? Oui, c'est exolangue et endolangue. Je vais partager mon écran. Hop. Voilà, voilà. Alors, OK. Alors, et donc maintenant, c'est unité 2. C'est le contexte exolangue et endolangue. On va voir, tout d'abord, ce sont les deux concepts qu'on va voir. Après, on va voir les éléments clés pour ces deux types d'apprentissage, et puis les stratégies, et enfin, on va voir les limites dans ces deux types de stratégies. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous comprenez par ces deux concepts, exolangue et endolangue, si vous avez pu regarder sur Internet ou peut-être les textes qu'on vous a passés. Oui, Ridi. Exolangue, c'est comme nous apprenons le français maintenant. La langue française n'est pas la langue maternelle ici en Inde. Donc, ça, Oui. c'est exolangue. Et endolangue, c'est comme la langue existe déjà comme la langue maternelle dans votre pays. Ah. Et vous apprenez cette langue. Donc, ça, c'est endolangue. Très bien, très bien. Quelqu'un d'autre qui peut ajouter son point de vue? Monsieur, endolangue, c'est la langue, c'est l'apprentissage informel. D'accord. Parce qu'on est élevé dans ce pays. Mhm. Et exolangue, c'est informel, dans la salle de classe, formel, désolé. Oh, formel, C'est d'accord. formel, oui. Dans la D'accord. classe, par les enseignants, on a besoin d'un apprentissage formel. D'accord. Et est-ce que c'est une obligation, Sapna, c'est-à-dire l'apprentissage de sa langue maternelle ne peut pas se faire d'une façon formelle? Oui, Ça peut se faire aussi? ça peut être aussi formel, Ah, mais naturellement, naturellement. parlant entourage, on apprend Ouais. cette langue. On apprend très bien, on apprend beaucoup parce que c'est déjà partout dans notre entourage, notre environnement, et donc Oui. on peut vraiment le faire facilement. Très bien. Oui. Quelqu'un d'autre? Endolangue, on est déjà entouré par la langue. Donc, il n'est pas nécessaire de nous baigner dans cette langue parce c'est déjà inné de D'accord, comprendre c'est la déjà langue. inné. D'accord, oui, très bien, super. Et Reddy, vous avez évoqué le concept de langue maternelle. Alors, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que c'est langue maternelle, tout d'abord. Allez-y, what is mother tongue, langue maternelle? Allez-y. La langue que vous avez de votre sein. De votre? Sein. Votre sang? Non, j'ai pas compris le mot. En anglais? From your bloodline. From the blood, votre sang. D'accord, dans votre sang. D'accord, pas de problème. Alors, pas de problème. La langue de votre sang. OK. The language that comes from your bloodline. D'accord, très bien. Une belle explication. Quoi d'autre? La langue de pays origine, pays natal. D'accord. La langue de pays origine, de pays natal. D'accord. OK. Oui. Langue d'origine. La langue, ce qui est utilisé toujours autour de lui, autour de soi-même. D'accord. Oui. D'accord. Cela n'a rien à voir avec maman, la mère, non? C'est vrai? Ça n'est pas nécessaire parce que Ce n'est c'est pas possible nécessaire. que le maman il n'habite pas avec l'homme ou la femme. D'accord, d'accord. Non, c'était juste pour la curiosité parce que la langue maternelle, c'est pour ça. Oui, allez-y. Nathalie, vous voulez dire quelque chose? Oui, je crois que c'est dans la famille parce que Ah, c'est la langue dominante parlée dans la famille. ah, Parce que très bien. quelquefois, il y a un couple métis, il y a oui. un enfant métis et il y a des parents qui parlent deux langues différentes. D'accord. Mais la langue dominante dans la famille, c'est la langue maternelle, je crois.
Vous dites la langue dominante. Et dans ce cas-là, si le papa parle, je sais pas, chinois et que la maman parle français et qu'ils habitent, on dirait, aux États-Unis et que dans son entourage, il écoute l'anglais parlé. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dans la famille, mais ce qui est important, la langue qui est parlée dans la famille. Dans la Donc, famille, d'accord. si Ok, parle- on va restreindre, d'accord, la famille. oui, si Et on parle anglais dans la oui. famille, ça devient sa langue maternelle. D'accord, d'accord, très bien. On a merci Nathalie. D'autres aussi, Monsieur Bernard Govindan Raj Martin. Oui, c'est la langue de votre mère ou la langue votre mère parle avec vous quand elle est enceinte. D'accord, quand elle est enceinte. Oui, enceinte, oui. Et quand vous êtes né, quand vous êtes un petit bébé d'1 mois, 3, 4 mois. Comme la mère, elle parle avec vous quand vous êtes comme bébé. Donc, oui. C'est la langue maternelle. D'accord, oui, très bien. Ce sont les premiers échanges. La langue, pardon, monsieur, la Oui. langue qui on sait sans connaissance de la grammaire. D'accord. Ok. Et pourquoi on l'appelle, ça s'appelle la langue maternelle? C'était la question. C'est quoi la langue maternelle? C'est-à-dire la langue qui n'a pas de, c'est-à-dire quand on parle sans comprendre les règles. C'est ça vous dites, Chanchal? C'est-à-dire les règles ne sont pas importantes. C'est comme d'habitude, je pense que parce que il pouvait aussi dire langue paternelle aussi. Parce que Paternelle aussi, pourquoi oui. pas? Pourquoi pas? Oui, tout à fait. On est dans une société avec beaucoup d'égalité entre les hommes et les femmes, du coup, très bien. Alors, il y a aussi Darshini. Allez-y, Monsieur, je Darshini. voudrais- Oui, pardon, Radhika. Darshini, puis on va vous écouter, Radhika. Oui, Oui, Darshini. monsieur, la langue maternelle, c'est la langue, quand on est un bébé, c'est la langue qu'on apprend Mhm. de Très bien. notre naissance, oui. Oui, exactement. Oui, très bien, tout à fait. Et oui, merci, Darshini. Oui, Radhika, vous voulez dire quelque chose? Monsieur, j'ai une vision un peu différente. Oui, allez-y. Ça va être intéressant. Maternelle ou paternelle, je ne sais pas quel D'accord. mot est le correct pour la langue, Hmm. mais maternelle, ça veut dire la terre. La langue de la terre, c'est pourquoi Ah. c'est la langue maternelle. Parce que la terre, c'est la globalité, la langue avec laquelle le bébé est né. Ce qu'il a appris de la père ou de la mère, c'est la Ouais. langue maternelle. Mais vous voyez, Radhika, dans certaines cultures, c'est la terre, c'est patrie. Et donc, patrie, c'est le père. So, in certain cultures, it is the father. So, we're the fatherland and not the motherland. So, alors, encore, c'est une Oui, je question comprends. de chaque Mais- culture aussi. Oui, je comprends, très bien. Alors, vous avez bien résumé tout le monde, c'est-à-dire la langue, quand on est bébé, on est bercé dans cette langue. On est bercé dans cette langue et c'est autour de nous. Ça peut être la langue dominante, comme disait Mathilde, et c'est la langue la plus utilisée le plus couramment autour de nous quand on est bébé. Et donc, ça devient notre langue maternelle. Et bien sûr, comme disait Chancha, il n'y a pas de règles. On n'apprend pas d'une façon structurée. Ça s'apprend automatiquement. J'ai une vidéo pour vous pour ça. Alors, pour vraiment vous lancer dans ce petit débat. Et puis, on va voir ces deux domaines différents. Écoutez bien, voilà. C'est la journée de la langue maternelle. Écoutez bien cette vidéo parce qu'on va voir de nouveaux, enfin, certains concepts aussi. Ah oui. Voilà, attendez. Bonsoir Linda. Bonsoir, On était ma tous dans les belle. starting blocks, Estelle, Ben oui, vous et moi, était voilà, tous hop, et on a pigés, démarré, là. vous êtes Voilà. là, ça va? Eh bien, on y va, ça va très bien. Savez-vous que c'est la journée internationale de la langue maternelle? Et oui, c'est une journée qu'a créée l'UNESCO il y a une vingtaine d'années pour promouvoir la diversité linguistique et l'éducation multilingue. Parce que notre langue maternelle, vous savez, c'est pas seulement une façon de s'exprimer, c'est aussi notre façon de nous représenter le monde. On serait tenté de croire que la langue maternelle, c'est la langue de la mère et que la langue paternelle serait celle du père. C'est pas tout à fait vrai. La langue maternelle, c'est la première langue qu'on apprend, tout simplement. C'est la langue du berceau, de la famille, de l'entourage intime. Un Belge, par exemple, qui est né au Japon, mais qui est élevé dans un milieu francophone, a pour langue maternelle le français. Un Belge né en Belgique de parents japonais qui ne parlent plus que le français peut lui aussi considérer qu'il a le français comme langue maternelle. La langue maternelle peut donc être tantôt celle des parents, tantôt celle de la mère patrie.
Vous me suivez? Absolument. La langue maternelle, c'est la langue avec laquelle on va découvrir le monde, celle avec laquelle on va apprendre à penser et à structurer notre pensée. Chaque langue a ses structures. Les langues n'empruntent pas les mêmes chemins dans notre cerveau. Je vous donne un exemple. Il y a des expressions comme ça qu'on ne peut pas traduire littéralement. Quand les poules auront des dents. Vous savez ce que disent les Italiens, eux? Non. Alors, je vais essayer de le dire sans trop d'accent. Quando le asini voleranno. Quand les ânes voleront. Quand les ânes voleront. Voilà, c'est la même idée, mais deux façons différentes de l'exprimer. Notre langue maternelle, notre langue maternelle reflète notre vision du monde. La langue inuit, par exemple, a 20 termes, plus de 20 termes, pour désigner la neige sous ses différentes formes. Ces distinctions-là, elles n'existent pas dans les autres langues parce qu'elles ne renvoient pas à une réalité connue ailleurs dans les autres langues. À propos de la Journée internationale de la langue maternelle, sur Twitter, il y a Kaizen qui dit « Il y a des parents chez moi au Congo qui refusent de transmettre la langue du village à leurs enfants. C'est dommage. Tu ne peux pas donner des codes à l'enfant en cas de danger. » La langue maternelle, c'est le socle sur lequel l'identité se construit. C'est la langue avec laquelle on prend notre premier biberon, on reçoit nos premiers câlins. C'est la langue de l'affect, des sentiments, des émotions. Moi, je suis québécoise. Ma langue maternelle, c'est le français du Québec. Et ben, je peux pas exprimer ma colère comme les Français le font en France. Quand je me fâche, tabarnak, c'est un Québécois. J'en étais sûr. Ben, il fallait bien que je le montre. D'après l'ONU, à toutes les 2 semaines, une langue disparaît dans le monde. Ça veut dire qu'à toutes les 2 semaines, une vision du monde disparaît et emporte avec elle un patrimoine intellectuel, culturel. D'ailleurs, pourquoi patrimoine et pourquoi pas matrimoine? Pourquoi mère patrie et pas père matrie? Alors je vous propose qu'on se mette d'accord. Sans aucune animosité pour la langue maternelle, je suggère qu'on change l'intitulé. Je propose langue parentale, et ce, dans toutes les langues du monde. Ça me va parfait, Linda. Langue parentale, ça nous va. Merci beaucoup. GoDaddy देता है आपको भरोसेमंद होस्ट। Voilà, je pense que c'est assez clair pour vous maintenant. Et donc, c'est vraiment, comme on a évoqué tout au début, on a dit que c'est la langue de la mère ou du père. Mais aussi, il y a un exemple qu'elle vient de dire, elle vient de prononcer dans cette vidéo. Elle disait qu'il y a un couple japonais qui habite en France et du coup, l'enfant parle le français. Il est entouré par le français. Dans ce cas-là, c'est le français qui devient sa langue maternelle. Et donc, il y a 2 visions différentes de la langue maternelle. Ça peut être aussi la langue des parents et ça peut aussi être la langue de mère. Ici, la mère, c'est patrie, de land. Voilà. Et donc, ça dépend. Et donc, c'est pour ça, à la fin, si vous avez bien entendu, elle dit « J'ai une proposition à vous faire, c'est la langue parentale et pas la langue maternelle. » Vous voyez? Et donc, c'est juste une proposition parce que vous voyez, ça aussi, ça s'évolue. Peut-être aujourd'hui, on dit quelque chose, mais après 20 ans, on dirait d'une façon différente quand on aura une meilleure compréhension de comment ça marche. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de va-et-vient et c'est pas quelque chose de figé maintenant. Avant d'écouter Chanchal, j'ai juste quelque chose à vous dire qu'elle dit dans sa vidéo qu'une langue, notre langue maternelle, nous donne une vision du monde. Et toutes les 2 semaines, il y a une langue qui meurt. Et quand elle meurt, la culture meurt, la langue meurt et les valeurs meurent et tout ça, ça finit. Et ça c'est aussi une réalité connue. La réalité connue, notre langue maternelle, c'est une réalité connue parce que ça construit notre identité. Et elle disait à la fin de son témoignage, elle dit que quand je suis en colère, je vais abuser, je vais dire quelque chose parce que cette dame, elle est québécoise, mais elle parle français. Du coup, elle dit que je ne vais pas le dire comme disent les Français, mais je vais dire à la manière québécoise. Et donc, je vais dire tabarnak. Vous comprenez, c'est en français de Québec. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est votre façon de vous exprimer. Est-ce que c'est clair? Oui, Chanchal, allez-y, vous avez quelque chose à dire? Oui, monsieur. Je me souviens, je voudrais citer un exemple, c'est de Aurobindo, Rishi Aurobindo. J'ai lu qu'il habitait en Bretagne, Great Britain. C'est United Kingdom. Il a 18 ans. Mais jusqu'à 18 ans, il ne connaît pas le bengali.
Bengali est la langue maternelle officiellement, si vous dites comme ça, mais il ne savait pas parce qu'il est né et il habitait dans ce pays jusqu'à 18 ans. Et après ça, quand il est venu dans l'Inde, il parlait bengali comme l'anglais et j'ai lu comme français aussi. C'est très intéressant, un exemple très intéressant. Oui, tout à fait. Très bien. Très bien, Chancel, pour cet exemple, parce que c'est vrai qu'on dirait plutôt que pour cette personnalité, Bangla, peut-être ça va être sa langue maternelle, mais c'était pas le cas du tout. C'était plutôt l'anglais. C'est ça? Oui. Mais après ça, quand il est venu dans l'Inde, il parlait bengali et je pense que c'est vraiment, il était bilingual. Oui, bilingue, oui, très bien. Ouais. Non, mais ça s'apprend. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est une grande question qu'en Inde, il y a des gens qui disent que Hindi, c'est ma langue maternelle, mais peut-être ils ont beaucoup de difficultés de s'exprimer en hindi et ils disent que moi, je suis très à l'aise en anglais. Vous voyez? Donc après, la notion de langue maternelle, ça s'évolue et ça change. Est-ce que c'est votre agilité, votre facilité de vous exprimer dans une langue ou c'est la langue que vous aviez commencé à parler quand vous étiez tout petit? Vous voyez, donc ça évolue. Voilà. Alors, monsieur, je ne peux pas contrôler. non, il ne faut pas se contrôler. Allez-y. Je voudrais dire une anecdote d'une personne d'Orissa. Il parlait beaucoup de langues, mais quand il est tombé, il parlait dans sa langue maternelle, Orissa. C'est intéressant comme exemple. Quand il s'est fait mal, il s'est blessé, il s'est exprimé dans sa langue maternelle. Dans la langue. Et alors, c'est la preuve. C'est la preuve, exactement. Et donc, si vous êtes en doute, c'est quoi votre langue maternelle? Alors, ne vous, comment dire, c'est-à-dire, ne vous mettez pas dans un accident, ne vous mettez pas dans un problème, mais si au cas où, par exemple, par chance, le premier mot, le premier mot qui sort, c'est votre langue maternelle. Très bien. C'est une belle, comment dire, une expérience. Hein. Ok, très bien. On va continuer parce qu'il nous reste quelques minutes et le thème, c'est pas si compliqué. Alors, ce que je vais faire, alors je vais partager mon écran encore une fois pour vous parler de ces concepts de exolingue et endolingue. Alors, voilà, cette partie-là, ça c'est plus important que vient de dire Reddy aussi. Si l'on en croit la littérature linguistique francophone des équipes travaillant sur l'acquisition des langues Porquier, 1984, c'est Rémi Porquier qui, lors d'un colloque tenu à Neuchâtel en octobre 1978, aurait proposé le terme communication exolingue. Il parle de la communication exolingue définie par son auteur comme celle qui s'établit entre individus qui ne disposent pas d'une langue première en commune. C'est-à-dire exolingue, c'est-à-dire il y a deux personnes qui se parlent, mais pour eux, cette langue, ce n'est pas, comment dirais-je, la langue maternelle pour eux. Et donc, c'est exolingue. Par opposition à la communication exolingue, par opposition à la communication endolingue, entre individus de même langue maternelle. Quand ça se fait entre deux gens qui parlent la même langue et cette même langue, la langue commune, c'est leur langue maternelle, ça fait partie de la communication endolingue. Et le contexte exolingue et contexte endolingue. Et quels sont les éléments de contexte, du contexte exolingue? Il y a des institutions, par exemple, pour apprendre le français. Nous, on a des institutions, on a des enseignants, on a des formateurs, il y a le matériel pédagogique, il y a des interactions classe, il y a mais il y a aussi des immersions limitées, c'est-à-dire on peut créer des situations artificielles. Il y a des interactions culturelles aussi. Par exemple, on peut demander à un Français de venir dans notre cours et pour avoir des échanges. Ça fait partie des éléments de contexte exolingue. Mais si on parle des éléments du contexte endolingue, comme c'est la langue maternelle quand on apprend ça,
Et donc, c'est immersion linguistique, tout à fait. Comme vous disiez tout à l'heure, les membres de notre cours, ils disaient qu'on est toujours entouré par ces paramètres. Il y a aussi l'interaction sociale. Dès que vous sortez de votre cours, vous êtes en train de parler avec les gens qui parlent la même langue parce que c'est la langue courante de la société. Il y a l'apprentissage informel. Comme disait Sapna, que ça se fait d'une façon informelle. Il y a exposition à différentes variétés aussi, bien sûr, parce que dès le début, vous êtes exposé à beaucoup de variétés. Et ça, c'est très bien. Mais quand on parlait de la langue française, vous voyez, quand on va vers le niveau B2, C1, C2, on commence à apprendre le français qui est parlé d'une façon différente peut-être au Québec ou même en France, les verlans ou oui, des façons différentes. Et c'est l'apprentissage implicite parce que ça se fait d'une manière automatique. Si on parle des stratégies, si c'est bon, le débit, je ne suis pas très, très rapide, ça va? Non, ça va. Oui, oui, ça va. Ça va? D'accord, très bien. Alors, et puis on va voir, attendez, hop. Voilà. Et après, pardon, oui, c'est, hop. Voilà, quelles sont les stratégies pour promouvoir le contexte exolingue, le français pour les Indiens, interaction avec les locuteurs natifs, on va leur demander de venir dans nos cours, soit en ligne ou ils peuvent même venir comme une interaction présentielle. Des voyages et séjours linguistiques, ça aussi c'est important. C'est participation à des activités culturelles, utilisation des médias et des ressources en ligne, qu'on fait beaucoup dans nos cours, participation à des activités communautaires, utilisation de la langue cible dans des situations pratiques, c'est-à-dire il faut créer des situations artificielles, jeux de rôle et tout ça. Et pour les stratégies du contexte endolingue, par exemple apprendre le hindi ici en Inde, encourager l'usage quotidien. Il faut demander aux apprenants de le faire. Activité interactive, il faut avoir des activités où on peut vraiment pratiquer avec des situations. Lecture dans la langue maternelle, il faut le faire. Ça peut aussi se faire dans un contexte exolingue. Écriture créative, projet culturel, enregistrement audio, inviter des intervenants, favoriser l'interaction en binôme, intégration des technologies. Et à la fin, c'est apprentissage collaboratif. Ça, c'est important aussi de mettre les étudiants ensemble. Comme ça, ils peuvent travailler ensemble sur des projets, discuter des sujets et ils peuvent aussi résoudre des problèmes en favorisant des échanges, des idées et l'entraide. Maintenant, il y a des limites de ces deux systèmes. Alors, si je parle d'un contexte exolingue, il y a des limites des expositions limitées à la langue cible parce qu'on ne peut pas trouver tout dans la langue étrangère, dans un contexte étranger. Il y a un manque d'interaction authentique. Des fois, il faut vraiment créer des situations artificielles qui peuvent ouvrir dans des situations réelles. Il y a des barrières culturelles, bien sûr, parce que comme on est dans un pays, donc il faut apprendre une langue étrangère, ça c'est difficile. Des fois, influence de la langue maternelle, bien sûr. Manque de pratique réelle. On ne peut pas pratiquer parce que dès qu'on sort de la classe, c'est fini. Dépendance aux ressources pédagogiques. On est vraiment dépendant de ces, comment dirais-je, des ressources pédagogiques. Et si je parle des limites dans un contexte endolingue, niveau de compétences requis, c'est-à-dire des fois quand le prof parle et que l'étudiant qui apprend la même langue, mais des fois le niveau, il faut ralentir, il faut baisser le niveau, et donc un certain niveau de compétence est requis. Compréhension limitée parce que des fois, il y a beaucoup d'accents, beaucoup de dialectes et donc l'apprenant s'adapte et ça peut être difficile des fois. Il y a manque de correction et de guidage. Par exemple, quand il y a un enfant qui parle le hindi autour de nous, on correcte très peu parce qu'on sait que peut-être il va l'apprendre automatiquement, il va se corriger aussi. Donc, parce que ce n'est pas vraiment structuré des fois, la correction et le guidage. Il y a manque de ressources pédagogiques spécifiques parce que il y a des publicités, il y a les magazines, il y a des journaux, mais il faut les vraiment structurer d'une façon pédagogique, mais ça ne se fait pas si facilement. Du coup, il y a ce manque de ressources pédagogiques. Et après, il y a aussi des fois des pressions et des stress linguistiques quand on est vraiment dans un contexte endolingue, parce que des fois,
avec même les petits-enfants, on ne va pas ralentir nos vitesses, on va parler comme on parle et ça peut vraiment influencer la compréhension des apprenants, des enfants. Et donc ça aussi, il faut le réglementer. Voilà, c'était ça pour le concept de exolangue et d'endolangue. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Non, pas de questions? C'est-à-dire, tout est compris? On dirait, comme d'habitude, Oui, soit monsieur. tout est compris, rien n'est compris. Tout est compris, on va dire ça. Voilà, très bien. Dans ce cas-là, je vous souhaite bon courage, bonne continuation et je vous dis merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup, monsieur. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Je voudrais vous voir encore et faire la classe avec vous, faire le cours avec vous. Monsieur. Merci. Merci tout le monde et merci beaucoup Merci pour beaucoup, votre monsieur. participation. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.